Alors, il nous a semblé important, lorsqu'on a préparé un peu cette journée, sur cette question du lien social, de l'accueil de la souffrance, de donner la parole aux jeunes, parce que les jeunes, maintenant, ça fait quand même 17 ans que la loi de 2005 a donné naissance, mais dans la réalité, réellement, je dirais une dizaine d'années, où on voit vraiment des jeunes fonctionner, assurer cette fonction d'accueil et cette entraide, cette bienveillance qui peut exister. Et donc, du coup, c'est vrai que ça nous semblait vraiment important que vous puissiez aussi témoigner de cette expérience. Alors, je vais vous laisser raconter, mais du coup, c'est vrai qu'il y a eu une rencontre entre, si j'ai bien compris, le jeune d'Yvetot et le jeune de Flers, qui ne se connaissaient pas du tout. Bon, alors vous nous racontez. Alors peut-être on se présente, hein, oui. Donc je ne sais pas, vous faire un petit tour de présentation de qui est qui. Attends. Alors moi c'est Michel, je suis trésorier de l'association du Jeune de Flers. Voilà, je passe... Je suis Pascal Leprince, adhérente du Jeune de Flers. Je suis Aline Lécossois, je suis adhérente au Jeune d'Yvetot et je fais partie de la trésorerie. Je suis Colette Touzé, adhérente du Jeune d'Yvetot. Françoise Pointeau, adhérente et déléguée à la communication Jeune d'Yvetot. Bonjour, Emmanuel Moulin, je suis animateur du Jeune de Flers. Adeline Seman, je coordonne 4 jeunes. Oui, Yvetot, Campleux, Elbeuf, et on en ouvre un à Barentin là, dans les jours qui vont arriver. Donc notre rencontre, pour vous raconter un petit peu, c'est suite à cette journée, qui est un petit peu décalée dans le temps. Le fait que ça se passe aujourd'hui à Flers, nous avons été sollicités entre autres par Adeline et puis les jeunes qu'elle coordonne pour faire un travail ensemble. Donc ça fait maintenant à peu près 6 mois que de façon régulière nous nous retrouvons souvent devant une caméra et un écran, et puis quelquefois de façon présentielle, des fois. Et donc où les groupes ont échangé ensemble, et nous avons travaillé autour, alors pas d'un questionnaire, mais d'échanges autour de questions qui nous semblaient essentielles sur la souffrance psychique, sur la pandémie, la Covid, comment les personnes ont pu traverser tous ces événements, et puis aussi sur la vie au GEM, la vie du GEM, la place dans le GEM dans ma vie, enfin voilà tout ça. Donc c'est sous cette forme-là que nous avons souhaité vous restituer voilà, ces échanges. Donc nous on va juste poser quelques questions et après on se tait. Donc, du coup on va poser la première. Alors, Françoise, tu veux commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer, et puis après vous prenez la suite comme vous voulez, est-ce que ça génère la souffrance psychique? Alors, la souffrance psychique, pour moi, c'est être comme dans un pré. On s'isole et puis on est bien là, on est immergé par nos émotions et on voit le train de la vie passer. Et puis un jour, on a des professionnels qui viennent nous chercher, nous faire monter dans le train et puis travailler avec nous sur nos problématiques. Et puis on continue à être dans le train, on regarde la vie passer, on regarde les choses se faire. Puis de temps en temps on descend, on fait une course ou deux et puis c'est tout. Puis au bout d'un moment, on nous dit il y a un GEM là-bas et là-bas vous serez bien dans le GEM. Donc on va au GEM et puis on y va de plus en plus souvent. Et là on y retrouve de la vie sociale. On recommunique, on réapprend à échanger avec les autres. Et ça fait oublier un peu cette souffrance que l'on garde en soi, qu'on n'arrive pas à exprimer. Et puis dans un GEM, on est compris, on sait que les autres personnes sont pareilles que nous, ont vécu les mêmes choses ou similaires, et donc on est compris. On est compris si on a des moments de silence, si on a des moments
de bien ou de moins bien. Et puis voilà ce que c'est la souffrance psychique. C'est très isolé, c'est dans un monde à part. Ouais, bien, moi, je vais vous dire, la souffrance psychique, ça génère quoi pour moi? D'abord, j'ai l'incompréhension de ma famille et surtout, particulièrement celle de mon fils. Et parfois, j'ai mauvaise compréhension des autres et difficulté à me faire comprendre. C'est très délicat parce que je veux toujours avoir raison. Et les autres aussi. Voilà. Mais je reconnais que j'y travaille et je fais des efforts. J'ai pas pris mes notes, alors... Oh, on va y aller. Donc, en fin de compte, moi j'ai une petite réflexion sur l'ensemble de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une ouverture du regard de la société sur le monde de l'handicap. Hein, parce qu'il y a quelques années, c'était un sujet tabou. Oui. C'était un rejet, c'était pas dans le modèle de la société, donc on a rejeté un petit peu ça. Mais cependant, grâce aux médicaments qui se sont améliorés, grâce aux structures médicales et aux associations comme le GEM, ont permis justement le parcours personnel de la personne, voire sur son autonomie. Et ça, c'est une chose très importante. Alors, le confinement, bien sûr, a engendré pour certaines personnes un isolement. Se retrouver entre quatre murs, c'était peut-être pour eux une prison ou une chambre psychiatrique éventuellement. Donc tout ça, ça a engendré du stress, de l'angoisse, du repli sur soi, et voire même de la dépression, quoi. Donc je dirais qu'en aparté, je félicite les animateurs qui, par le biais du téléphone, par le biais de visites à domicile, ont contribué à éviter la rupture du lien social, et je vous dirais, on peut les applaudir là-dessus. Annie, je te vois faire des grands signes. Est-ce que tu peux nous dire, toi, au niveau de la crise sanitaire, si ça a augmenté ou rappelé des signes de souffrance? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Heureusement que les animatrices étaient là pour nous appeler et faire des jeux le soir. Et les infirmières, quand ça allait pas, ils prévenaient. Et puis les infirmières de jour de la Sève nous appelaient. On a discuté par téléphone ou faire des messages. Voilà. Françoise, est-ce que tu veux, toi, nous rajouter quelque chose sur effectivement ce que la crise sanitaire a pu rappeler en termes de souffrance? Moi, c'est simple. Je suis retournée dans mon pré, carrément. Je me suis isolée de nouveau. Je me suis renfermée sur moi-même parce que je suis quelqu'un qui reste assez facilement isolé. Et je reste dans ma tanière, quoi. Donc ça m'a rejeté dans ce pré et je ne voulais plus en sortir. Bon, comme je me connais bien, on m'a donné des outils pour en sortir. J'ai réussi, après beaucoup de temps, à sortir de chez moi. Mais quelque part, j'étais bien dans mon appartement, à regarder l'écran télé, sans réfléchir. C'est moins difficile que d'échanger. Et ça a été très très dur de sortir de cet isolement. Et vous, Pascal, au niveau de la crise sanitaire, racontez-nous un petit peu. Moi, étant donné que je suis très intéressée par les actualités, j'étais beaucoup à regarder BFM TV et toutes les chaînes. Je suis tellement naïve que je crois à tout, mais à force le soir, j'étais anxieuse parce que je me disais que, bon, est-ce que c'est... On me disait, mais j'ai des proches qui me disaient, mais tu crois à tout, toi. Et ce qui a fait aussi, c'est que j'ai ma carte d'identité, j'ai été contrôlée 4 fois par la police. En me disant, mais madame, vous n'êtes pas française, vous êtes née au Maroc.
Alors j'ai dit, c'est pas possible, la police, ils m'aiment pas. 4 fois de suite, c'est comme. J'ai dit, écoutez, je suis pas née de parents français, née au Maroc, je vois pas pourquoi vous m'arrêtez tout le temps. Vous n'êtes pas française, qu'on m'a dit. Et moi, j'aurais dit, quand même, c'est ma terre natale, mais je suis bien française, et je leur dis liberté, égalité, fraternité. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un vous rajouter quelque chose au niveau de l'effet de la crise sanitaire? Prévu ou pas prévu? Voilà. Michel, Oui, c'est vrai, ça a fait des manques dans plein de domaines, cette crise sanitaire. Ça a eu du mal à reprendre le pied pour aller au GEM. Et alors, du coup, on a prévu après chaque Françoise, est-ce que tu peux nous dire en quoi le lien social, du coup, c'est important? Le lien social, c'est important parce que, comme je disais, lorsqu'on a été malade ou s'est isolé et tout ça, on est seul, on ne sait plus communiquer. Et moi, à part le GEM, par exemple, je n'ai aucun lien social. Donc je vais au GEM, j'y retrouve des personnes avec qui je peux échanger, ça ouvre les pensées, ça permet à reprendre pied dans la vie. Sinon, on est on a du mal à faire confiance aux gens. Et il est très difficile d'échanger ou quoi que ce soit. Donc en allant au GEM, on retrouve cette envie de partager et d'écouter les autres. Est-ce que du coup ça te semble plus facile de vivre avec ta maladie? Oui, forcément, parce que ça me fait oublier, quand je suis au GEM, je parle de choses et d'autres, j'oublie que je suis malade, entre guillemets, parce que je ne sais pas si je suis vraiment malade, mais je m'oublie un petit peu et je pense aux autres. Je peux m'occuper des autres et ça valorise, et puis ça fait du bien de s'oublier un peu. Colette, tu veux réagir? Merci Françoise, tu m'as donné le mot pour parler. Pour moi personnellement, le mot maladie me gêne. Je ne me trouve pas malade. Pour moi, un malade, c'est couché, ça n'avance pas. Voilà, c'est tout. Moi, le GEM m'a apporté... j'avais du mal à communiquer, j'étais isolée. Et j'ai retrouvé du monde pour parler et ça va beaucoup mieux. Le GEM m'apporte beaucoup, on voit du monde, on s'occupe, on est occupé. Ça permet de moins penser, c'est constructif. Michel, vous vouliez nous parler aussi de l'importance du GEM dans les personnes qu'on peut rencontrer? Oui, moi quand je suis arrivé au GEM, ça m'a permis de rencontrer du monde, des gens qui avaient certains handicaps plus ou moins élevés, mais j'ai remarqué que ces gens-là avaient des qualités indéniables. Pour citer, je connais Serge par exemple, qui a des capacités en jardinerie, en botanique. Je pense à Daniel qui s'exprime par le dessin, ça c'est une bonne chose aussi. Et ce qui est important, c'est que dans la relation qu'on a au niveau de la discussion, ça permet de créer des liens, ça permet aussi une amitié. Et cette amitié-là, elle peut sortir du groupe de façon à ce qu'à l'extérieur, on puisse se rencontrer, par exemple dans un bar ou chez soi, pour discuter. Et de ce fait, ça évite l'isolement de la personne. Et ça, je trouve que le groupe du GEM, c'est un groupe. Ouais. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi la place du GEM dans ta vie? Eh ben moi, la place du GEM dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai une passion, j'ai joué 10 années de la musique, et mon fils à Noël m'a fait plaisir, il m'a offert un piano. Mais j'aimerais le partager avec des adhérents du GEM.
Il n'y a pas de piano, mais moi j'en fais chez moi. Et un jour, j'espère qu'on pourra l'emmener avec Emmanuel au GEM pour faire un concert tous les deux. Parce que je joue des morceaux, mais voilà. Et en même temps, ça m'a permis de ne pas me laisser aller parce que pendant la crise de confinement, je mettais des grandes robes orientales comme j'aime bien. Je ne me lavais plus, je ne faisais plus rien. Et un jour, j'ai mon ancienne directrice qui est venue me voir par surprise, qui m'a dit « Mais vous vous laissez aller. Venir au GEM, ça me permet d'être plus belle. » Voilà. Tu peux nous dire c'est quoi la place du GEM dans ta vie? Alors, le GEM dans ma vie m'apporte déjà de voir du monde, de parler, de discuter, de faire, par exemple, le jardin. J'aime mettre ma main dans la terre. Comme personne n'aime, eh ben ça m'arrange, toujours. Voilà. Sinon, pendant un temps, il y avait une animatrice qui nous a fait des séances d'écriture. Et à travers ces séances d'écriture, j'ai pu écrire mon livre. Et j'en suis fière. Le j'aime aussi, c'est se sentir debout, aller vers le mieux, faire face. On apprend à se connaître, à s'accepter, c'est pas toujours facile, mais on s'accepte, on voit ce qu'il y a de meilleur dans l'autre et on le prend. Voilà. J'aime le j'aime. Colette, non, Françoise, la place du j'aime dans ta vie? Ah ben, le j'aime pour moi c'est quelque chose qui m'ouvre à la vie, qui me permet d'avoir des échanges, qui permet de m'occuper des autres, de retrouver un peu le dynamisme que j'avais auparavant. Moi, sinon, je reste chez moi et je ne vois personne, à part mes enfants, bien sûr. Mais c'est le seul lien social que j'ai. Ça me permet de m'impliquer aussi dans la vie du GEM. On a un rôle un petit peu de moteur parce que le GEM n'est pas toujours constant. Et au bureau, je me suis retrouvée seule une année. Il a fallu continuer à insuffler un sentiment de groupe au GEM, ce qui n'était pas facile. Et j'ai joué ce rôle à ce moment-là parce que j'étais là. Peut-être qu'à un autre moment, je n'aurais pas pu l'être. Et ça m'a permis ça m'a valorisé, je me suis sentie utile. Et le GEM apporte tout ça. Ça rend une utilité et une valorisation de nos compétences. Donc moi, dans l'association, j'ai la chance d'être le trésorier de l'association. Donc ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir une certaine responsabilité, se rendre utile aussi et avoir des responsabilités. Donc c'est une bonne chose. Ça permet de donner confiance dans la personne. Maintenant, je dirais aussi, on s'occupe aussi du bureau avec Emmanuel et ce qu'on fait, on met des projets de façon à ce que les gens puissent adhérer au projet, à s'élancer aussi dans ce projet-là, de façon à ce que dans la vie, il faut avoir une locomotive pour tirer tous les wagons. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est motiver les gens de façon à ce que ça avance. Alors juste pour recadrer, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le fonctionnement du GEM, mais c'est vraiment un lieu associatif où les personnes qui sont accompagnées dans le lieu ont leur association, et nous, notre travail, c'est à la fois d'accompagner les personnes pour la mise en place de projets essentiellement de loisirs, mais aussi accompagner leur association. Donc c'est pour ça que Michel parle par exemple de mon accompagnement dans la trésorerie, alors ça peut être après dans la planification des réunions, enfin dans des choses comme ça, mais vraiment nous on parle pas d'usagers en fait dans les GEM, on parle d'adhérents essentiellement, et donc ils gèrent leur propre association, et nous notre travail c'est de les accompagner dans la gestion de cette association.
Et je crois que Pascal voulait nous dire quelque chose sur les permanences, sur des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, dans le passé, j'étais au bureau et au départ, j'étais aux 4 ans, mais j'étais au conseil d'administration. Et donc, j'ai quand même de l'expérience dans la responsabilité d'une permanence. Je peux, s'il y a un problème, je sais très bien qu'il faut appeler des personnes qui sont d'astreinte. Et je peux aider autant qu'on peut m'aider. Je peux être aidé autant qu'aidant, s'il y a besoin de moi. Voilà. Moi, j'ai trouvé ma place au GEM. J'aide beaucoup. Je fais la trésorerie. Je parle franchement. Ok, Colette ou Françoise, votre place, oui, est-ce que vous avez trouvé votre place au GEM et c'est quoi votre place au GEM? Oui, bien sûr. Donc, je fais partie, nous, ce qu'on appelle le comité, notre le bureau. Maintenant, j'aide. On n'a pas de place définie dans notre bureau. On a des places définies sur le papier, mais dans notre comité, si la trésorière a besoin d'un coup de main ou si elle est absente, on peut faire son petit job. Si il y a des coups de téléphone à donner, c'est la trésorière ou la responsable, comment on appelle ça, la déléguée en secrétariat. On s'échange, on s'épaule. Des fois, on fait même appel à d'autres adhérents du GEM. Et on n'a pas trop de place définie, mais la place qu'on a, elle est importante à partir du moment où on tient le lien entre nous, où on a des échanges grâce à des réunions de comité tous les 15 jours. On a des réunions adhérents toutes les semaines. Donc les réunions adhérents, c'est ouvert à tous les adhérents et là on fait un compte rendu de ce qui s'est passé, des projets. Les adhérents peuvent nous demander, peuvent exprimer ce qu'ils ont envie de faire. On décide tous ensemble. Et donc, moi j'aime là-dedans, je me balade pas mal parce que ça me plaît. Je crois que tu voulais faire un clin d'œil sur les projets, notamment par rapport aux balades avec Europsy. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller à Europsy à Caen il y a quelque temps. Et lors de la soirée de clôture, les gens dansaient, on a mis de la musique, les gens se sont mis à danser, ce qui n'était pas prévu. Et moi, par exemple, je me suis mise dans un coin et j'ai regardé les autres danser. Parce que j'adorais leur bonne humeur. Je suis très observatrice, ça me permet de voir les gens tels qu'ils sont, dans leur naturel et dans leur bien-être, leur partage qu'ils ont donné ce soir-là. Et j'ai un peu ce rôle-là dans le GEM. Alors ma place dans le GEM, c'est une adhérente, comme une autre, active quand même, parce qu'on me dit toujours tu cours tout le temps. Alors j'arrive avec un sourire que je partage et j'en reçois autant, hein. J'en reçois plus même parce qu'il y a plus de monde. Et ma bonne humeur, il paraît. Et avec quelqu'un, je ne viens pas toute seule. J'ai un 4 pattes qui fait l'adoration du groupe GEM. Voilà. Je voulais juste peut-être reprendre la question d'Europsy que vous évoquiez tout à l'heure, en 2018 à Caen, et vous dire qu'il y aura prochainement un conseil d'administration. Donc Europsy, pour les gens qui ne savent pas, c'est une fédération européenne qui existe depuis très très longtemps et auquel le foyer Le Richet était lié, et qui avait l'habitude, donc tous les ans, dans les périodes où on avait peut-être plus de moyens et il n'y avait pas de virus qui circulait, il y avait donc un rassemblement des usagers et des professionnels d'une année, voilà, dans les différents pays d'Europe. Hein, donc pendant plusieurs années, on s'est promené
progressivement, les choses malheureusement se sont un peu rétrécies à quelques pays, et donc on a eu la chance de pouvoir faire le dernier festival à Caen en 2018 auquel vous faisiez référence. On attendait bien que les gens dansent quand même, hein, contrairement à ce que vous disiez. C'était prévu que ça danse le soir, la soirée était prévue. Donc ça a bien dansé. Ça a très bien dansé. Ouais. Et donc il y a un conseil d'administration bientôt, et on vous dira certainement où sera organisé le prochain festival d'Europsy. Probablement, alors il va y avoir un petit rassemblement sur 2022 à Liège, en septembre, mais je pense qu'il sera réduit. Et l'idée, c'est que peut-être en 2023, il y ait à nouveau un grand rassemblement, comme il y avait eu à Caen, où il y avait quand même 300 personnes. Hein, c'était quand même des gens qui venaient des Canaries, tout ça, c'était un beau moment quand même. Donc on vous tiendra au courant. C'était un très grand moment de partage. Ouais. Qui veut nous parler de l'ambiance? Je peux? Oui. Vous voulez vous poser une question? Je veux aussi parler. Ah, ok. Ah, ok. Je peux? Donc, moi, le GEM, ça m'a permis. Bon, je suis une adhérente non-voyante, j'aime Arrivage, et donc, moi, le GEM, ça m'a permis de consolider les activités, le lien social que j'ai avec d'autres associations à l'extérieur aussi. Et je remercie cette formidable équipe de m'accompagner au quotidien. Chaque fois que je viens, ils m'aident, on discute. Vraiment, merci. Merci à toute l'équipe. Merci Mélina, merci Thierry, merci Fred, merci tout le monde. Donc on parlait d'Europsy, danse, d'ambiance. Donc l'ambiance au GEM. Ben, c'est-à-dire que moi, des fois, quand l'après-midi je suis au GEM, il y a des personnes qui jouent au petit chevaux et ça me fatigue qu'ils lancent CD sur un jeu en bois. Alors quand ça fait trop de bruit, je sors. Je préfère parce que je risquerais, je suis assez impulsive, je préfère m'en aller et respirer un bon coup, prendre ma canne et aller faire un tour. Et je reviens, ça va mieux. Parce que quand je sens que la tempête va arriver, je préfère sortir. On dit, comme on dit en Normandie, temps noir suivi d'averse. C'est le café. Voilà. Non, c'est l'ambiance. On est dans l'ambiance. Il y a de l'ambiance, ça me plaît. Et on blague. Il y a une utilité à ce que je vienne. Eh ben, on est bien ensemble, on propose des jeux, on fait les fous rires, et voilà, c'est ça. Un sourire, vous savez, ça coûte pas cher, et ça fait du bien aux autres. Oui, des fois l'ambiance, ça se passe bien, hein, il y a des fois une discussion entre différents adhérents, mais des fois ça se passe mal parce que chacun veut sa vérité, il n'en démord pas, quoi, je dirais. Alors ça crée des tensions. Donc c'est dommage, quoi. Alors je dirais, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est avoir un petit peu d'humour pour calmer un petit peu le jeu, quoi, je dirais. Parce que le jeu ne l'envoie pas la chandelle, hein. Il faut, franchement, je dirais, s'accaparer l'idée de l'autre, parce que quelque part, c'est toujours positif. Parlant d'ambiance, c'est vrai qu'en général, tout se passe bien. On a de la bonne humeur, on a beaucoup d'échanges, on va bien. Et puis des moments de tension aussi, parce que les gens n'écoutent pas toujours, ou s'ils écoutent, ils n'entendent pas. Donc il faut savoir des fois relativiser les mots qui ont été dits, temporiser les personnes, les calmer, leur dire mais non, il faut voir ça autrement, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Et puis bon, ça repart. Mais je pense que dans tout groupe, il arrive à y avoir des tensions.
Et puis il suffit qu'un du groupe qui soit plus en recul de ça pour calmer le jeu et puis que tout se passe bien finalement. Et puis le lendemain, bah, tout le monde est pote, donc ça passe tout seul, quoi. Est-ce que tu veux continuer du coup sur le rôle des animateurs alors, en cas de gestion de conflit, mais pas que? Oui, alors oui. Alors c'est sûr qu'au moment des conflits, les animateurs ou animatrices chez nous sont importants parce qu'ils sont là pour aussi temporiser toutes les tensions autant que possible. Et les animatrices arrivent le matin avec leur sourire, qu'ils partagent et qui nous rendent heureux. Rien que ce partage-là donne une atmosphère beaucoup plus sereine au sein du jeune. Ça nous permet de prendre du recul sur les petits problèmes qu'on a laissés à la maison, parce qu'on les emporte avec nous, nos problèmes. Notre mal-être, on l'emmène avec nous. Mais ça permet de les laisser à la porte du jeune et puis de parler d'autres choses. Donc les animatrices nous épaulent beaucoup là-dessus. Sur leur gentillesse et leurs compétences, mais aussi nous épaulent dans les côtés administratifs, parce qu'on n'est pas non plus des pros de la gestion et des papiers administratifs, donc ils nous aident beaucoup là-dessus, et puis en même temps, ils nous promènent, c'est eux qui nous promènent en trafic. Alors ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est très important pour les sorties. Ils nous épaulent à la préparation des escapades, ce qu'on appelle les escapades. Hein, on parle de jours, 3 jours, des fois une journée, mais donc ils nous épaulent pour ça et puis pour tout le reste. Mais par contre, quand ils ne sont pas là, ben, ça fait un sacré vide. En ce moment, ils ne sont pas souvent là, mais bon, il y a formation, et on se débrouille, on arrive à se débrouiller. Je vais prendre la parole pour, en tant qu'animateur. C'est vrai que notre place, et pour revenir à ce que disait Madame Diarra tout à l'heure, c'est vraiment un positionnement très particulier en tant que professionnel. Moi, j'ai travaillé dans des établissements, en ITEP. On est vraiment sur un autre champ au niveau de notre positionnement. On est avec les adhérents, on essaie de s'effacer en tant que personne repérée, repère, je ne sais pas comment on peut dire. C'est assez compliqué parce que, comme le disent les adhérents et les adhérentes, dès qu'on n'est pas là, il y a quand même quelque chose qui se passe, alors que nous, moi je fais tous les jours pour que le groupe puisse tourner sans ma présence, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais en même temps, on a un rapport qui est vraiment dans le groupe. Enfin, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'accompagnement, on n'est pas dans une notion ni de référence, ni de... même si, comme le disait tout à l'heure Adeline, dans la gestion de conflits, dans des choses comme ça, on intervient quand même... pas souvent, mais de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est un positionnement qui est vraiment complètement différent d'un positionnement hiérarchique, institutionnel que moi j'ai pu vivre avant, et qui est aussi, comme disait Madame Diarra, qui est quelque chose qui peut être insécurisant pour les professionnels. On n'est pas toujours à la limite, mais d'avoir un cadre aussi pour plein de professionnels, c'est sécurisant. Et là, dans ce cadre-là, alors même si on a quand même un cadre de travail qui est quand même bien défini, puisqu'on travaille aussi souvent avec des associations gestionnaires et puis l'association de parrainage qui est aussi liée, qui est dans le cahier des charges des jeunes, c'est un positionnement assez casse-gueule, pour dire le mot, des fois. Voilà. Michel, vous voulez rajouter quelque chose au niveau du rôle de l'animateur? Brillante conclusion de la part des jeunes. Mais je les félicite quand même dans leur travail parce qu'ils ont quand même affaire toujours au même public et
c'est un métier qui est quand même difficile à travailler, quoi, parce que déjà il y a un handicap, donc il faut que l'animateur voie la véritable personne en face d'elle, la conseiller, sécuriser éventuellement la personne. Donc ça, je trouve qu'ils font un travail vraiment correct, quoi. Ce sont des hommes de terrain et on peut les féliciter là-dessus d'ailleurs. Alors, si vous me permettez de parler, je voudrais dire merci à Emmanuel Moulin, qui, depuis 10 ans que je suis au GEM, me supporte. Ça va faire 10 ans de hier que je suis au GEM de Flers. Et j'ai trouvé dès le départ, je suis restée 2 mois en découverte, mais c'est une personne très sympathique et qui redonne confiance. Alors, merci Emmanuel de votre patience et de tout. Je pense qu'on peut l'applaudir. Oui, je voulais revenir au rôle des animateurs. Je crois que ce qui est important aussi, c'est que les adhérents, les personnes qui viennent au GEM, ne viennent pas toujours très régulièrement ou pas le même jour spécialement. Et ces animateurs ou animatrices, en l'occurrence, qui créent ce lien et qui maintient une continuité dans le rôle de chacun dans le GEM, dans le contact entre GEMeurs. C'est eux qui font la cohésion. Et c'est pas toujours facile parce qu'ils doivent non seulement s'effacer, mais en même temps être présents pour tenir ce lien entre adhérents. Et avant de dire ce que moi je pense du rôle de l'animateur, Aline, est-ce que toi tu trouves ça chouette ou pas quand on n'est pas là? Moi, ça me met du bon moteur. Quand on n'est pas là. Quand vous n'êtes pas là, parce que j'ai les clés. J'ai les clés de la maison. J'ai le code du coffre. Vous êtes les locomotives, mais vous êtes souvent absents en ce moment. Les permanences, ça défile. On a été absentes, Clémentine et moi, pas mal là, et ça va continuer en 3 semaines. Parce que on est en formation longue en fait, et du coup c'est 1 à 2 semaines par mois. Quand on rajoute les vacances entre deux, ça pique un peu des fois dans les adhérents, dans les ouvertures. On s'excuse d'avoir... Et c'est pour une bonne cause, hein, parce qu'on va multiplier les GEM. Hein. Oui, bien sûr. C'est nous qui ouvrons, les adhérents qui ouvrons. Il faut être 2 personnes, jamais seul. Alors, ce qu'on constate quand même quand les professionnels ne sont pas là pour coordonner plusieurs GEM, c'est qu'il y a quand même une baisse de fréquentation. Donc probablement quand même que les animateurs ont un rôle, effectivement, comme tu disais, de lien, Françoise, de réassurance. Enfin voilà. On a ce rôle de médiateur ou plutôt de facilitateur et dans vraiment tous les domaines et tous les aspects de la vie du GEM. Et en l'occurrence pour faire les liens relationnels. Ouais, de plus, donc souvent ce sont les bureaux, les comités qui gèrent les permanences. Enfin, je ne sais pas comment. Enfin, et des fois la fragilité d'une association. On voit par exemple pour l'instant où 2 personnes qui étaient dans le bureau sont soit hospitalisées, soit voilà, chez elles, et c'est très compliqué. Donc ça met aussi en difficulté quelquefois l'association. Donc dans ce cas-là, on arrive à s'adapter, à faire moins de sorties, d'espacer pour aussi que les personnes ne se fragilisent pas elles-mêmes à être en permanence continuellement. Parce que c'est ça un petit peu le risque aussi. C'est-à-dire que le GEM ouvre de façon autonome trop souvent, et que quand il y a une association qui est un petit peu fragilisée par un nombre restreint de personnes, d'administrateurs, ça met en difficulté les personnes. Donc c'est un équilibre aussi toujours un petit peu. Quelquefois on ferme, on peut être amené des fois à fermer aussi le GEM pour aussi laisser respirer les administrateurs. C'est dommage de fermer un GEM. C'est dommage, mais quelquefois
fermer une journée, ça permet aussi, voilà, à ce que les personnes soufflent aussi, parce que c'est pas forcément évident, comme le disait Pascal ou Michel, d'avoir cette responsabilité-là, d'ouvrir un local, de se sentir responsable des personnes qui sont là avec leur fragilité. Des fois, ça peut être compliqué quand on est moins bien. Et du coup, on se retrouve confronté quand même à la même difficulté, autant les adhérents que les animateurs, c'est que ça demande, pour maintenir une dynamique quand même assez sympa, ça demande énormément d'énergie. Alors, on ne déploie pas forcément la même, et puis tous au même moment, etc. Mais en tout cas, c'est énorme. Alors, c'est avec grand plaisir, mais effectivement, d'avoir des moments de pause comme ça, c'est nécessaire en fait, parce que quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les GEM, les professionnels, ils sont tout seuls, et on n'est pas des soignants. Voilà, alors quand on est sous l'égide d'un même gestionnaire, on a une forme d'équipe en fait, mais au quotidien, alors on n'est pas seul au quotidien puisque les adhérents sont là, il y a toujours des personnes qu'on peut contacter, etc. Mais malgré tout, cette énergie-là, il faut qu'on puisse se ressourcer à d'autres endroits. Alors, ce que je trouve très intéressant dans mon rôle de professionnel dans un GEM, c'est d'être créatrice de bons souvenirs. Et ça, c'est vraiment voilà, tous les projets, tout le quotidien. Voilà, il y en a plein des anecdotes, mais vous en avez encore plus que moi probablement. Voilà, ça, c'est vraiment le leitmotiv dans un GEM. Ça rejoint un petit peu ce que Madame Diarra disait tout à l'heure, le hors-cadre dans le cadre, en fait. Ça, c'est vraiment kiffant, en fait. Merci de nous permettre de vivre des trucs extraordinaires. Voilà, si vous voulez dire quelque chose, que de toute façon, lorsque le GEM est fermé, il y a aussi des possibilités qu'il n'y a pas que le groupe d'entraide mutuelle, on peut aller dans d'autres associations, parce que ça nous permet aussi de faire des connaissances autres. Moi, par exemple, je vais au foyer Georgette Monge avec des personnes âgées. Étant donné que je travaille beaucoup avec des personnes âgées, je les aime bien. Et aussi, je vais maintenant à la maison des aidants, parce que j'ai des troubles cognitifs dus par maladie, pas de ma maladie psychique. Et donc, ça nous permet aussi de faire connaissance avec d'autres personnes que de se cantonner sur le GEM. Et moi, j'apprécie beaucoup. Voilà. C'est vrai que le GEM est un tremplin aussi, un lien de tremplin vers d'autres associations. On travaille quand même très souvent avec des structures extérieures, MJC, enfin les maisons de quartier, et puis d'autres associations, etc., etc. Ce qui permet aussi aux personnes de pouvoir créer du lien à l'extérieur et de pouvoir aménager aussi son temps sur à la fois quelquefois GEM, d'autres associations. Enfin, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui à certains moments ont été aussi bénévoles dans des associations type Secours Populaire, Resto du Cœur, des choses comme ça. Donc c'est aussi un lieu de tremplin et il y a beaucoup de personnes qui font aussi des va-et-vient entre toutes ces associations. Ce qui est intéressant aussi, nous, pour nos rencontres et pour un peu mutualiser, comme le disait Adeline tout à l'heure, à la fois quelquefois des moyens, parce que des fois on a besoin de mutualiser des moyens, mais aussi travailler dans des actions communes. C'est vrai que on travaille quelquefois sur des projets communs assez importants, par exemple un salon de l'autonomie pour nous à Flers, avec d'autres structures, voilà. Et donc ça permet vraiment de faire du lien aussi à l'extérieur. Je crois que Michel avait une petite anecdote sur, par exemple, le lien extérieur qui peut se faire entre adhérents. Oui, il y a quelque temps, oui, comme je dis toujours, groupe d'entraide mutuelle. Il y a quelque temps, il y a une personne qui était en train de déménager, donc elle avait pas mal de colis à descendre du 4e étage. Elle se sentait assez seule, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement de tous les membres de l'association qui ont donné un coup de main, et ça c'est positif aussi, positif et constructif. Personnellement aussi, j'ai demandé une fois à Pascal, un membre de l'association, à me donner un coup de main par rapport à des charges lourdes à soulever, et en fin de compte, il était plus heureux que moi de m'avoir aidé.
voilà, c'était tout bête, mais il était plus heureux, en fait. Donc j'ai partagé ce moment-là avec plaisir. Voilà. Grâce au GEM aussi, j'ai pu intégrer le sport adapté, j'ai pu intégrer du théâtre. Donc merci les GEM. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, est-ce que vous avez des questions? Alors nous, avant le Covid, nous étions 47, enfin il y avait 47 adhérents. Donc aujourd'hui on remonte la pente, on est à 43, mais c'est vrai que la pandémie est arrivée juste, je crois, la semaine de l'Assemblée Générale de l'association. Donc ce qui fait que normalement les adhésions se reprennent aussitôt. Et donc le premier confinement est arrivé juste après. Donc ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas repris leur adhésion, enfin je parle en nombre d'adhésions. Donc on est descendu à une trentaine d'adhérents, ce qui ne nous a pas empêché de travailler tous ensemble sur les appels à domicile, enfin des choses comme ça. Mais nous on est au maximum 50, parce que c'est la norme des locaux, voilà. Mais on peut monter jusqu'à 55, mais voilà, c'est une cinquantaine d'adhérents avec des personnes qui viennent de façon quotidienne, des personnes qui viennent de façon très épisodique. Pour vous situer un petit peu, quand il y a 50 adhérents en GEM, il y a une fréquentation quotidienne entre 20 et 25, à peu près la moitié, avec une quinzaine de personnes qui viennent manger le midi, parce que c'est un lieu aussi qui est ouvert et où le repas du midi est important, où les personnes amènent leur repas, mais ça nous permet de manger tous ensemble et d'échanger autour du repas, mais c'est à peu près ça, quoi. 15 le midi, 25 en fréquentation quotidienne pour 50 adhérents. Enfin, c'est à peu près ça. En fait, chaque GEM a ses particularités. Globalement, ce qu'on constate sur l'ensemble des GEM, on est plutôt à une trentaine d'adhérents. Effectivement, ça monte à 50. En fait, c'est aussi la fréquentation à la journée, on est plutôt aux alentours d'une dizaine, une quinzaine, parce que c'est lié aux configurations des locaux, en général. Et du coup, ça s'adapte un petit peu comme ça. Il y a des GEM qui accueillent, alors notamment celui de Saint-Malo, ils accueillaient jusqu'à 150 adhérents. Et du coup, ils n'ont pas du tout le même fonctionnement. Flair et Yvetot ont des fonctionnements assez similaires. Saint-Malo ne peut pas se permettre d'avoir ce type de fonctionnement d'accueil des personnes comme ça, impromptu, on va dire. Enfin, voilà. Ils sont obligés d'avoir une organisation particulière pour pouvoir satisfaire tout le monde. Après, la fréquentation des GEM, le nombre d'adhérents liés dans chaque GEM, c'est lié à la proximité aussi, puisqu'il y a les histoires de mobilité. Donc voilà, entre 30 et 50, c'est ce qui se constate majoritairement. Après, voilà, il y en a, ils ont moins, il y en a, ils ont plus. C'est lié à l'histoire aussi des GEM, lié donc forcément à la taille de la ville. Nous, on est dans un milieu rural avec certains adhérents, par exemple, je pense à Donfront, pour ceux qui connaissent, voilà, autour de 20 km, qui peuvent avoir aussi des difficultés à se déplacer. Donc c'est des personnes qu'on voit assez peu. Parmi ces personnes-là, certaines, si elles pouvaient venir tous les jours, le feraient. Voilà. Donc il y a aussi ça qui compte. Et puis quand je dis que c'est lié aussi à l'histoire, c'est vrai que pour le GEM de Flair, pour le faire très très rapidement, moi j'ai été mis à disposition pendant une année dans le service psychiatrique, dans le cadre du CATTP, pour créer le GEM de Flair. Donc ça crée des conditions aussi qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont encore, maintenant qui sont un peu éloignées du GEM, mais qui ont participé à la création réelle et physique de ce groupe d'entraide mutuelle, ce qui crée aussi un lien un peu différent d'autres GEM qu'on puisse créer voilà, sans la participation. Enfin, je ne sais pas si c'est sans la participation, mais... Justement, avant de te donner la parole, tu as fait référence tout à l'heure, Emmanuel, à l'association Parrain-Marraine. De quelles associations vous dépendez par rapport à ce support
Alors nous, l'association de gestion, c'est une fondation qui est implantée à Flers depuis très longtemps, qui est aujourd'hui qui est la Fondation Normandie Génération, qui était autrefois l'association Le Jure Le Lièvre, qui est aujourd'hui en fondation avec un élargissement de ses structures et ses fonctions. Et puis l'association, alors nous c'est pas une association de parrainage, c'est une association de marrainage, parce que c'est une association qui est très égalité homme-femme, et c'est très bien. C'est l'association L'Étape, qui était à la fois une association de mobilité, mais qui a maintenant lâché ce côté-là, mais qui est une association à la fois d'insertion par le travail et puis d'égalité homme-femme. Donc voilà. Et sinon la création, parce que Madame Baglin et Monsieur Baglin, qui sont là-bas, vont me taper sur les doigts, c'est aussi une association qui a été créée avec le concours, enfin voilà, l'initiative aussi du service de psychiatrie et l'UNAFAM aussi. Voilà. François, si tu veux répondre pour l'IFTO? Oui, alors le jeune l'IFTO, il a été créé par l'association La Sève, qui est devenue notre association marraine, avec des gens qui se retrouvaient dans le café que j'avais fait, café associatif. Et donc les gens de l'association La Sève ont créé ce GEM. On a participé à son ouverture, ce qui crée des liens forcément ensemble. Et l'association gestionnaire, c'est l'association La Clé, qui se trouve à Rouen, qui elle a plusieurs bureaux comme le SAMSA, l'aide des logements pour les personnes en difficulté psychique, et le service d'aide à la domicile. Alors, et les autres GEM, effectivement, il y en a souvent, c'est l'UNAFAM. Et je voulais juste illustrer par un autre exemple, puisque souvent on parle de parrainage ou de marrainage avec une seule asso. À Elbeuf, on a un coparrainage. Là, il doit être 5 coparrains qui accompagnent le GEM. Voilà. Donc ça existe aussi. D'autres formes de parrainage. Et on va essayer qu'à Barentin, ça soit aussi un coparrainage, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, une seule association qui accompagne un GEM, c'est pas non plus simple pour cette association-là. Alors que quand on est plusieurs, c'est plus fort peut-être.